Je rentrais seule des funérailles de mon mari à l'étranger. Ma famille, on a un dîner important, débrouille-toi. Il ne s'attendait pas à la scène qu'il verrait au journal de 20h ce soir-là. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Le ronronnement du réacteur de l'Airbus A380 était une berceuse monotone qui n'endormait que les innocents. Moi, je n'avais plus droit à l'innocence. Assise dans le cocon en cuir de la classe affaires, un verre d'eau intact sur la tablette devant moi, je regardais les nuages défiler, un océan blanc et infini qui ressemblait à l'anesthésie de mon cœur. Cela faisait 3 jours que Jean-Luc était parti. 3 jours que son cercueil, drapé du drapeau tricolore, avait été mis en terre à Singapour, loin de sa Provence natale, mais entouré par les honneurs de la République qu'il avait servi toute sa vie. Une cérémonie parfaite. Des discours impeccables. Des condoléances millimétrées de la part de dignitaires dont j'avais oublié les noms à l'instant même où ils serraient ma main gantée de noir. J'avais joué mon rôle de veuve de diplomate à la perfection. Le menton haut, le dos droit, les larmes contenues. J'étais Élodie Fournier, la femme de l'ombre silencieuse et élégante qui savait quand sourire, quand se taire, quand s'effacer. Mais dans cet avion qui me ramenait vers une France que je ne reconnaissais plus comme mon foyer, je n'étais plus qu'Élodie. Une femme de 50 ans, veuve, et terriblement seule. Le chagrin n'était pas une vague déferlante, mais une marée basse, froide, qui avait tout retiré, ne laissant qu'un paysage désolé de sable gris et de rochers coupants. Je me suis souvenu d'une conversation avec Jean-Luc, des années auparavant, dans notre appartement de fonction à Tokyo, alors qu'une crise mineure secouait l'ambassade. Il avait posé sa main sur la mienne et m'avait dit, avec ce mélange de cynisme tendre qui le caractérisait, « Au Quai d'Orsay, ma chérie, il y a une règle d'or. Ne sois jamais une victime. Sois toujours un dossier. Une victime, on la plaint, on l'oublie. Un dossier, on le traite. On l'archive. On le clôt. C'est propre, c'est efficace. C'est la machine administrative. » Ces mots résonnaient en moi avec une clarté nouvelle. Ma famille, ma propre famille, m'avait toujours traité comme une pièce rapportée, l'épouse de l'homme qui avait réussi, celle qui vivait une vie de cocktails et de voyages exotiques pendant que restait dans la grisaille de la province. Mon frère, Christophe, avec son entreprise de BTP qui vacillait toujours au bord du gouffre, et ma mère, Martine, dont l'horizon se limitait au club de bridge et à ce que penseraient les voisins. Ils ne voyaient que la façade, jamais les fissures. Jamais la solitude des nuits passées seules, les anniversaires fêtés par Skype, le poids constant de représenter un pays qui n'était plus tout à fait le mien. Alors que l'annonce du commandant de bord signalait le début de notre descente vers Paris, j'ai pris une décision. Pas une décision dictée par le chagrin, mais par une lucidité froide, presque chirurgicale. J'ai sorti mon téléphone du mode avion. Je n'ai pas ouvert la conversation de groupe familial. Pas encore. J'ai cherché un numéro dans mes contacts. Celui du bureau de Monsieur Dubois, le directeur de cabinet du ministre, le supérieur direct de Jean-Luc. Un homme de la vieille école, puissant, discret, qui respectait mon mari plus que quiconque. J'ai attendu que la connexion s'établisse, mon cœur battant un rythme lent et régulier. Sa secrétaire a décroché. Cabinet de Monsieur Dubois, bonjour. Ma voix est sortie, plus stable que je ne l'aurais cru. Professionnelle. Presque détachée. Bonjour madame. Élodie Fournier à l'appareil. Un silence respectueux à l'autre bout du fil. Pourriez-vous s'il vous plaît transmettre un message à Monsieur Dubois? Je vous informe que mon vol, le SQ334 en provenance de Singapour, atterrira à 15h précises au terminal 2 de Roissy. C'est tout. Je vous remercie. Je n'ai pas demandé d'aide. Je n'ai pas imploré. J'ai informé. J'ai créé un fait, une entrée dans un registre. J'ai ouvert un dossier. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Ce n'est qu'après cela que j'ai ouvert WhatsApp. Le groupe La Famille Fournier, avec sa photo de profil datant d'un Noël d'il y a 5 ans, où nous sourions tous d'un air forcé. J'ai tapé le message que j'avais initialement prévu, mais qui avait maintenant le goût d'une expérience scientifique, d'un test décisif.
L'avion atterrit à Roissy à 15 heures. Quelqu'un pourrait venir me chercher? Je viens d'enterrer Jean-Luc. La réponse de Christophe est arrivée en moins d'une minute, comme une gifle. Prends un taxi, Élodie. On a un dîner d'affaires crucial ce soir, impossible d'annuler. Pas un mot sur Jean-Luc. Pas un mot de réconfort. Juste la logistique de son propre nombril. Puis, celle de ma mère, Martine, quelques instants plus tard. Franchement, ma chérie, un peu d'organisation n'aurait pas fait de mal. Tu aurais pu réserver un VTC. J'espère que tu ne nous en veux pas, mais nous sommes attendus chez les Bernard. Tu sais à quel point ils sont susceptibles. Le dîner d'affaires. Les amis susceptibles. Le vernis de leur importance autoproclamée. J'ai regardé les messages, les bulles vertes et blanches sur l'écran. Je n'ai pas ressenti la piqûre de la trahison. J'ai ressenti la froide confirmation de ce que je savais déjà. J'étais un dérangement. Un imprévu dans leur agenda bien rempli. J'ai tapé une dernière réponse dans le groupe, 2 mots qui scellaient leur choix et ma nouvelle réalité. Pas de souci. Puis j'ai éteint l'écran. L'avion perçait la couche de nuages, révélant la mosaïque grise et verte de la campagne française. Je ne rentrais pas à la maison. Je rentrais en territoire étranger. Et pour la première fois, je savais que je devrais me battre. Pas comme une victime. Mais comme un dossier que l'on ne pourrait pas classer sans suite. L'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle est un monstre de verre et d'acier, un non-lieu où des milliers de trajectoires humaines se croisent sans jamais se toucher. En débarquant, j'ai été happé par son vacarme familier, les annonces multilingues qui se superposent, le roulement incessant des valises sur le sol en marbre, les éclats de rire et les pleurs des retrouvailles. J'avançais dans ce flot humain comme un fantôme, invisible, mon deuil comme une cape d'invisibilité. Le passage de la douane fut une formalité impersonnelle. Le douanier a jeté un œil à mon passeport, a murmuré un « bon retour », mécanique sans même lever les yeux. J'ai récupéré ma valise sur le tapis roulant, une malle noire qui avait fait 10 fois le tour du monde avec moi, témoin silencieux de ma vie d'expatrié. Chaque étiquette collée sur sa coque était un souvenir, une destination, une vie que je laissais derrière moi. Je me suis dirigé vers la sortie, là où les familles attendent, les pancartes brandies, les visages scrutant la foule. Il y avait un père soulevant sa petite fille dans les airs, un couple d'amoureux s'embrassant passionnément, des étudiants chahutants. Des scènes de vie ordinaire, d'une banalité poignante. Pour moi, il n'y avait personne. Juste la porte vitrée automatique qui s'ouvrait sur le ciel gris de Paris et le balai des taxis. J'ai sorti mon téléphone, prête à commander ce fameux VTC, à me plier à leur indifférence. C'est à ce moment-là que je l'ai vue. Une Citroën DS noire, le modèle présidentiel, garée le long du trottoir dans une zone pourtant interdite à l'arrêt. Ses vitres teintées brillaient d'un éclat sobre et autoritaire. La portière arrière s'est ouverte. Monsieur Dubois en est sorti. Grand, droit, dans un costume sombre parfaitement coupé, ses cheveux argentés peignaient en arrière. Il n'a pas souri. Son visage était empreint d'une gravité respectueuse. Derrière lui, 2 jeunes collaborateurs, un homme et une femme, sortirent également, se tenant légèrement en retrait, comme des aides de camp. Il s'est avancé vers moi, traversant le trottoir bondé qui semblait s'écarter sur son passage. Élodie. Sa voix était basse, mais elle portait par-dessus le bruit ambiant. Il a pris ma main dans les siennes, un geste formel mais chaleureux. Le ministère ne vous laisserait jamais rentrer seul. Jean-Luc était l'un des nôtres. Nous sommes là pour vous. Les mots étaient simples, mais ils pesaient une tonne. Ils contenaient tout ce que les messages de ma famille n'avaient pas, la reconnaissance, le respect, la dignité. Le jeune homme s'est approché et a pris ma valise avec une déférence silencieuse. La jeune femme m'a ouvert la portière de la voiture. J'étais trop submergée par l'émotion pour parler. J'ai simplement hoché la tête, un voile de larmes brouillant ma vue pour la première fois depuis des jours. Alors que je m'installais sur la banquette en cuir souple, j'ai aperçu une silhouette sur le côté. Un jeune homme avec un appareil photo en bandoulière, qui ne me quittait pas des yeux. Il n'avait pas l'air d'un paparazzi. Son regard était intense, curieux. Il a levé son appareil et a pris plusieurs clichés, non pas de manière agressive, mais avec une sorte de discrétion studieuse. Il ne photographiait pas une célébrité,
il documentait une scène. C'était Pierre Valois, un journaliste indépendant pour une chaîne d'information en continu. Il était à Roissy pour un sujet sur les nouvelles mesures de sécurité, un reportage banal qui s'annonçait ennuyeux. Mais une de ses sources au Quai d'Orsay, un contact qu'il cultivait depuis des mois, lui avait glissé une phrase énigmatique une heure plus tôt: « Si tu veux une vraie histoire, sois au terminal 2 à 15h. Regarde La Veuve en noir. La République n'oublie pas les siens, même quand la famille le fait. » Intrigué, Pierre avait abandonné son sujet initial. Et maintenant, il avait la scène sous les yeux. Il voyait tout. La femme seule, digne dans son chagrin, le visage pâle mais le port de reine. L'absence totale de famille. Et cette délégation officielle, sortie de nulle part, qui la traitait avec les honneurs d'un chef d'État. Il a compris immédiatement la puissance narrative de ce contraste. C'était l'État contre le sang. Le devoir contre l'indifférence. C'était une histoire française, profondément humaine et terriblement cruelle. Il a continué à photographier pendant que M. Dubois s'asseyait à côté de moi dans la voiture. Avant que la portière ne se referme, Pierre s'est approché, juste assez pour que je le voie. Nos regards se sont croisés. J'ai vu dans ses yeux non pas de la pitié, mais une compréhension journalistique, une étincelle. J'ai eu une inspiration soudaine. J'ai sorti de mon sac à main un petit carnet et un stylo. Sur une page, j'ai écrit quelques mots, lentement, en m'assurant que mon écriture était lisible. J'ai arraché la page, les plié et les tendu à la jeune collaboratrice. Pour le journaliste, s'il vous plaît. Elle a hoché la tête, est sortie de la voiture et a remis le papier à Pierre, qui l'a pris, visiblement surpris. Puis la portière s'est refermée dans un bruit sourd, m'isolant du monde. La déesse a démarré en silence et s'est insérée dans le trafic parisien. Dans la quiétude de l'habitacle, M. Dubois a parlé. Jean-Luc m'avait dit un jour que votre force tranquille était son plus grand soutien. Il avait raison. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé Paris défiler par la fenêtre, les immeubles haussmanniens, les ponts sur la Seine. Je me sentais comme une étrangère dans ma propre ville. Mais pour la première fois, je n'étais plus seule. J'avais des alliés. Et j'avais donné au jeune journaliste la phrase qui allait mettre le feu aux poudres. Le dîner chez les Bernard se déroulait exactement comme ma mère, Martine, l'avait espéré. La nappe était parfaitement repassée, les couverts en argent brillaient, et le pot-au-feu de Madame Bernard embaumait la salle à manger cossue de leur appartement du 16e arrondissement. Mon frère, Christophe, et sa femme, Sophie, étaient là, jouant leur rôle de couple à succès. Christophe pontifiait sur un projet immobilier qu'il était sur le point de signer, exagérant les chiffres, gonflant sa propre importance. Martine, elle, riait un peu trop fort aux plaisanteries de M. Bernard, heureuse d'être vue, d'être validée par ce cercle social qu'elle vénérait. Ils avaient réussi à m'oublier. Ou du moins, à me mettre de côté, dans une case « problème à gérer plus tard ». Mon arrivée était une dissonance dans leur symphonie de faux-semblants, et ils avaient choisi de baisser le volume. À 20h, comme le veut la tradition dans des millions de foyers français, M. Bernard a allumé la télévision pour le journal. Le visage familier du présentateur est apparu, égrenant les titres du jour. La politique, l'économie, un fait divers sordide. Christophe remplissait les verres de vin rouge, l'air satisfait. Puis, le présentateur a annoncé, et puis cette histoire, peu commune, qui nous vient de l'aéroport de Roissy. L'histoire d'une femme, d'un deuil, et de deux familles que tout oppose, celle du sang, et celle du service. Le visage de Christophe s'est figé, la bouteille à la main. Martine a posé sa fourchette. À l'écran, les images tournées par Pierre Valois sont apparues. Des images brutes, puissantes. On me voyait, silhouette noire et solitaire, avançant sur le trottoir. Puis l'arrivée de la déesse officielle, la sortie de M. Dubois. La caméra a zoomé sur mon visage, fatigué mais digne. La voix du journaliste a commencé son récit. Élodie Fournier est rentrée en France aujourd'hui. Il y a 3 jours, à Singapour, elle enterrait son mari, Jean-Luc Fournier, diplomate et haut serviteur de l'État, décédé en service. Elle est rentrée seule. Aucune famille pour l'accueillir à sa descente d'avion. Un silence de mort est tombé dans la salle à manger des Bernard. On n'entendait plus que la voix du journaliste. Sophie a porté la main à sa bouche.
Mais Madame Fournier n'a pas été abandonnée, a continué le reporter. C'est la République, en la personne de hauts fonctionnaires du Quai d'Orsay, qui est venue l'accueillir. Un hommage silencieux, un soutien discret mais puissant, à la femme de celui qui a consacré sa vie à la France. L'image a changé pour montrer un plan serré sur le morceau de papier que j'avais remis à Pierre. Mon écriture est apparue en plein écran, chaque mot pesant une tonne. Quand le sang vous laisse au bord du chemin, cherchez ceux que le devoir rassemble. EF. Le verre de vin a glissé des doigts de Martine et s'est écrasé sur le carrelage blanc, répandant une tache rouge sombre qui ressemblait à une blessure. Personne n'a bougé pour ramasser les débris. Christophe était livide, ses yeux rivés sur l'écran, sa mâchoire contractée. Les Bernard, mal à l'aise, regardaient leurs assiettes, ne sachant plus où se mettre. La fête était finie. Mon téléphone, que j'avais laissé allumé sur la table de chevet de la chambre d'amis où M. Dubois m'avait déposé, a commencé à vibrer sans discontinuer. Des notifications de réseaux sociaux, des messages, des appels manqués. Je l'ai ignoré. J'ai pris une longue douche chaude, essayant de laver la fatigue du voyage et la crasse de leur indifférence. En sortant, enveloppé dans un peignoir, j'ai finalement regardé mon téléphone. Le groupe WhatsApp familial était un champ de bataille silencieux. Aucune nouvelle publication. Mais je savais qu'en privé, les messages devaient fuser. J'ai ouvert mon compte Facebook, que j'utilisais rarement. J'ai vu que ma mère, dans une tentative paniquée de contrôle des dommages, venait de publier une vieille photo. Une photo de nous tous, lors d'un été en Bretagne, le sourire aux lèvres, le soleil dans les cheveux. La légende était d'une ironie tragique. La famille, c'est sacré. Toujours là les uns pour les autres. J'ai souri, mais c'était un sourire sans joie. C'était si prévisible. Si pathétique. Au lieu de répondre, au lieu de commenter, j'ai fait mon propre mouvement sur l'échiquier. J'ai publié une seule photo. Une photo que j'avais prise le matin même, dans ma chambre d'hôtel à Singapour. Le drapeau français qui avait recouvert le cercueil de Jean-Luc, plié en un triangle parfait, posé avec une solennité presque religieuse sur une commode en bois sombre. La lumière du matin filtrait à travers la fenêtre, éclairant la poussière dans l'air et les couleurs vives du drapeau. C'était une image de deuil, de solitude, mais aussi d'un honneur immense. J'ai écrit une légende courte, simple, mais qui était une réponse à tout. Le seul héritage qui compte. Merci, Jean-Luc. Je n'ai pas eu besoin d'attendre longtemps. Les réactions ont afflué. Pas seulement de mes amis, mais d'inconnus. Des gens qui avaient vu le reportage. Des gens qui comprenaient. Et sous la publication mielleuse de ma mère, le premier commentaire est apparu, lapidaire, posté par un profil que je ne connaissais pas. Alors pourquoi vous ne l'avez même pas cherché à l'aéroport? La guerre n'était pas terminée. Mais je venais de gagner la première bataille. Et ce n'était pas une bataille de cris et de larmes. C'était une guerre d'images, de symboles et de dignité. Et sur ce terrain-là, il n'avait aucune chance. La déflagration médiatique a laissé ma famille en état de choc, mais le choc s'est rapidement mué en une fureur défensive. Être publiquement humilié était, pour ma mère et mon frère, un péché capital, bien plus grave que d'abandonner une veuve à l'aéroport. Leur première réaction ne fut pas le remords, mais la recherche d'une stratégie pour reprendre le contrôle du récit, pour repeindre la toile de fond de leur négligence avec les couleurs de la justification. Christophe, en tant qu'homme d'affaires habitué au coup bas, a pris les devants. Il a contacté un consultant en réputation, un de ces personnages louches qui naviguent dans les eaux troubles des relations publiques de crise. Sur les conseils de cet homme, une contre-offensive a été lancée, non pas sur les grands médias, mais de manière plus insidieuse, par le biais d'un tabloïd en ligne connu pour son goût du scandale et son mépris de la vérification des faits. L'article est paru 2 jours plus tard. Le titre était un chef-d'œuvre de calomnie, la veuve du diplomate, deuil sincère ou manipulation médiatique. Le texte, non signé, était un tissu de demi-vérités et de mensonges purs et simples, clairement alimenté par une source, proche de la famille. Il me dépeignait comme une femme froide et calculatrice, qui avait toujours vécu à distance de sa famille, méprisant leur vie simple. L'article insinuait que j'avais orchestré la scène de l'aéroport, que j'avais utilisé la machine d'État pour servir une vendetta personnelle. Il citait cette source anonyme, elle a toujours eu un côté théâtral.
Au lieu de demander de l'aide simplement, elle a préféré monter un spectacle. C'est très blessant pour une mère et un frère qui ont toujours été là pour elle. La nausée m'est montée à la gorge en lisant ces lignes. C'était leur version. J'étais la méchante. La folle. L'intrigante. Ils ne se contentaient pas de m'abandonner, ils essayaient de détruire ma crédibilité, de salir ma peine. Cette fois, la colère a percé ma carapace de dignité. Mais avant que je ne puisse réagir, mes alliés l'ont fait pour moi. Chantal, mon ami professeur, m'a appelé, sa voix crépitant d'indignation. Les salauds! Ils osent faire ça? Élodie, tu ne dis rien. Tu ne réponds pas, laisser la boue à ceux qui la brassent. Laisse-moi faire. Fidèle à sa parole, Chantal, qui était très active sur plusieurs forums et groupes de soutien en ligne pour les familles de fonctionnaires, a partagé l'article avec un commentaire cinglant. Voilà comment une famille tente de justifier l'injustifiable. Attaquons-nous à la messagère plutôt que d'écouter le message. Honteux. En quelques heures, des centaines de femmes et d'hommes ont inondé la section des commentaires de l'article de message de soutien pour moi, tournant en ridicule les allégations du tabloïd. De son côté, Pierre, le journaliste, était furieux. Il a vu cette manœuvre pour ce qu'elle était, une tentative de tuer son histoire et de discréditer son travail. Il a immédiatement commencé à préparer sa réponse. Il a contacté d'autres collègues de Jean-Luc, des ambassadeurs, des attachés culturels, des gens qui nous avaient connus en poste à l'étranger. Il a recueilli leurs témoignages, non pas sur l'incident de l'aéroport, mais sur notre vie, sur la solidité de notre couple, sur mon rôle essentiel mais discret aux côtés de mon mari. Pendant ce temps, au Quai d'Orsay, M. Dubois a agi avec la subtilité d'un diplomate aguerri. Il n'a pas menacé. Il a simplement passé un appel amical au propriétaire du groupe de presse qui possédait le tabloïd. Un homme avec qui il partageait quelques connaissances dans les cercles de pouvoir parisiens. Il n'a pas demandé le retrait de l'article. Il a simplement dit, d'une voix calme, « J'ai été surpris de voir votre publication s'intéresser de si près à la vie privée de la veuve d'un homme qui détenait de nombreux secrets d'État. C'est une pente glissante, vous ne trouvez pas ? La discrétion est une vertu si précieuse de nos jours. » Le message était clair comme de l'eau de roche. 20 minutes plus tard, le lien vers l'article était mort. Mais la plus grande bataille se déroulait au sein même du camp ennemi. Sophie, la femme de Christophe, était horrifiée. Elle avait supporté l'indifférence, la lâcheté, mais la calomnie active était une ligne qu'elle ne pouvait pas franchir. Ce soir-là, une violente dispute a éclaté dans leur maison de banlieue chic. « Comment as-tu pu faire ça, Christophe » a-t-elle crié, le visage baigné de larmes. « C'est la veuve de ton beau-frère. »« C'est ta sœur. »« Ma sœur » a-t-il rétorqué, le visage déformé par la rage et l'humiliation. « Ma sœur nous a traînés dans la boue devant la France entière. »« Tu voulais que je fasse quoi ? Que je la remercie ? Elle a eu ce qu'elle méritait. » Ce qu'elle méritait ? Elle vient d'enterrer son mari. Et toi, tout ce qui t'inquiète, c'est ton image. C'est l'argent que Jean-Luc ne te donnera plus. Le mot était lâché. Le tabou était brisé. Tais-toi. A-t-il hurlé, s'approchant d'elle, menaçant. Tu ne sais rien de mes affaires. Je sais que tu es devenu un monstre, a-t-elle sangloté, reculant. Un monstre d'égoïsme et de lâcheté. La dispute a laissé des cicatrices profondes, une fissure irréparable dans leur mariage. La contre-attaque de Christophe avait non seulement échoué, mais elle avait commencé à empoisonner son propre foyer. Ils avaient voulu me faire passer pour une folle calculatrice, mais ils avaient seulement réussi à révéler leur propre noirceur. Et ils avaient oublié une chose essentielle, les amis que Jean-Luc et moi avions cultivés au fil des ans n'étaient pas des relations superficielles. C'étaient des gens de devoir et d'honneur. Et dans cette guerre-là, ils avaient choisi leur camp. La défaite de leur contre-attaque a laissé un silence pesant. L'article calomnieux, apparu et disparu comme un éclair sordide, n'avait fait que renforcer ma position et souder mes soutiens. Pour ma famille, l'humiliation était maintenant double, celle de leur acte initial et celle de leur tentative ratée de le dissimuler. Ils étaient acculés, isolés dans une forteresse de silence et de ressentiment. C'est de l'intérieur de cette forteresse qu'est venue la première fissure. Tard un soir, alors que je lisais les dizaines de messages de soutien que Chantal m'avait transférés,
mon téléphone a vibré. C'était un long message sur WhatsApp, d'un numéro que je ne connaissais pas, mais que j'ai deviné être celui de Sophie, la femme de mon frère. Le message n'était pas une excuse. Ce n'était pas une tentative de réconciliation. C'était une confession, un déversement d'émotions brutes, le témoignage d'une conscience au supplice. Élodie, c'est Sophie. Je ne sais même pas par où commencer. Je ne te demande pas de me pardonner, ni à Christophe, ni à ta mère. Il n'y a pas de pardon pour ce que nous avons fait. Je t'écris parce que je ne peux plus vivre avec ce silence et ces mensonges. Je dois te dire la vérité, du moins la mienne. Depuis des années, je regarde Christophe se débattre. Son entreprise, son besoin constant de paraître plus riche, plus important qu'il ne l'est. Et Jean-Luc? Jean-Luc était sa bouée de sauvetage. Pas seulement pour les conseils, mais pour l'argent. Des prêts qui n'étaient jamais remboursés. Des investissements dans des projets qui n'aboutissaient jamais. Jean-Luc était si généreux, si discret. Il le faisait pour toi, je crois. Pour que tu n'aies pas à supporter la honte d'un frère en faillite. Quand nous avons appris la mort de Jean-Luc, la première pensée de Christophe, je l'ai vu dans ses yeux, ce n'était pas le chagrin. C'était la panique. La source était tarie. Le soir où tu as demandé qu'on vienne te chercher, ce dîner d'affaires crucial, c'était un mensonge. Nous dînions avec un potentiel investisseur, un dernier espoir pour lui. Il était terrifié à l'idée que ta présence, ton deuil, puisse faire mauvaise impression, qu'on le voie comme un homme dont la famille est en crise. C'était monstrueux, égoïste, mais c'était sa vérité, sa survie passait avant ta peine. Et l'article. Mon Dieu, l'article. C'est là que j'ai compris qu'il avait dépassé un point de non-retour. J'ai essayé de l'arrêter. Nous nous sommes disputés comme jamais auparavant. Il m'a dit que j'étais faible, que je ne comprenais pas la guerre. Mais ce n'est pas une guerre, c'est juste, sordide. Je ne te dis pas ça pour qu'il ait l'air moins coupable. Il est entièrement coupable. Mais je veux que tu saches que sa méchanceté n'est pas née de la haine envers toi. Elle est née de sa propre faiblesse, de sa peur panique de l'échec, de sa jalousie maladive envers tout ce que Jean-Luc représentait et qu'il ne serait jamais. Je ne sais pas ce que nous allons devenir. Je ne sais même pas si je peux continuer à vivre avec un homme que je ne respecte plus. Mais je ne pouvais pas te laisser penser que nous étions un bloc uni de monstres. Il y a au moins une personne dans cette famille qui sait que nous avons commis une faute impardonnable. Je suis tellement désolée, Élodie. Pour tout. J'ai lu le message 3 fois. Les larmes me sont montées aux yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de colère. C'étaient des larmes de complexité. Pour la première fois depuis cette épreuve, je voyais une nuance dans le tableau noir et blanc de la trahison. Le geste de Sophie ne changeait rien au fait, mais il changeait la texture de la réalité. Il y avait de la souffrance de l'autre côté, aussi. Une souffrance née de la honte et de la complicité forcée. Je savais que ma réponse était importante. Elle pouvait soit refermer la porte, soit la laisser entr'ouverte. Pardonner était impossible. Oublier, encore plus. Mais je pouvais reconnaître le courage qu'il avait fallu à Sophie pour briser le pacte de silence familial. J'ai réfléchi longtemps. Puis j'ai tapé une réponse courte, mesurée, mais qui, je le savais, aurait un impact profond. Merci pour ton honnêteté, Sophie. C'était tout. Pas de « je comprends ». Pas de « ce n'est pas grave ». Juste la reconnaissance de son acte. Je validais sa démarche, pas ses excuses. Je lui offrais une dignité qu'elle ne trouvait plus dans son propre foyer. Je créais une alliance tacite, non pas contre sa famille, mais pour la vérité. En envoyant ce message, j'ai senti un poids s'alléger en moi. La haine pure est épuisante. Comprendre les mécanismes de la lâcheté, même sans l'excuser, est une forme de pouvoir. Sophie m'avait donné une clé. Elle m'avait montré que leur forteresse n'était pas imprenable. Elle était déjà en train de s'effondrer de l'intérieur. La victoire sur la tentative de diffamation et la confession de Sophie m'avaient donné une nouvelle énergie. Le chagrin était toujours là, un compagnon constant, mais il n'était plus paralysant. Il se transformait en une sorte de carburant, une détermination froide à construire quelque chose de positif sur les ruines de ma vie passée.
L'idée qui avait germé en moi commençait à prendre une forme concrète. J'ai recontacté Sylvie, la veuve d'un attaché militaire qui m'avait écrit l'un des premiers messages de soutien. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un café discret près du jardin du Luxembourg. Sylvie était une femme d'une 50aine d'années, au regard doux mais résolu. Elle aussi avait connu le retour solitaire, le silence administratif après les hommages officiels. Je lui ai exposé mon idée, créer une association qui irait au-delà du soutien moral. Une structure qui offrirait une aide pratique, immédiate, humaine. Je l'imagine comme une chaîne de présence, lui ai-je expliqué, le café fumant entre nos mains. Quand l'un de nous tombe, les autres forment un cercle. On ne laisse personne seul à l'aéroport. On apporte des repas les premiers jours, quand on n'a même pas la force de faire bouillir de l'eau. On aide à naviguer dans le labyrinthe des pensions de réversion et des assurances-vie. On offre une présence, tout simplement. Le visage de Sylvie s'est illuminé. C'est exactement ce dont j'aurais eu besoin. Personne ne vous prépare à ça. On vous apprend à être une épouse de, mais pas une veuve de. J'ai aussi appelé Chantal. Mon amie pragmatique et pleine de bon sens a immédiatement vu le potentiel. C'est une idée brillante, Élodie. Mais une idée ne suffit pas. Il faut des statuts, un compte en banque, un siège social. Il faut transformer la colère en paperasse. Nous nous sommes mis au travail. Mon appartement d'amis, où je logeais temporairement, est devenu notre quartier général. Les jours étaient remplis de recherches sur Internet, d'appels téléphoniques, de rédaction de statuts. Chantal, avec son esprit organisé de professeur, a structuré le projet. Sylvie, grâce à son réseau, a contacté d'autres veuves et familles endeuillées qui ont immédiatement adhéré à l'idée, apportant leurs propres expériences et compétences. Nous avons trouvé un nom qui résumait tout, présence et soutien. Le tournant décisif est venu de Monsieur Dubois. Je lui ai demandé un rendez-vous pour lui présenter notre projet, m'attendant à un soutien poli, peut-être quelques conseils. Je l'ai eu au téléphone. Après m'avoir écouté attentivement pendant 10 minutes sans m'interrompre, il a simplement dit « C'est une excellente initiative, Élodie. C'est même une nécessité que l'État, dans sa lourdeur, n'a jamais su combler. Envoyez-moi vos statuts. Je vais voir ce que je peux faire. » Voir ce qu'il pouvait faire était un euphémisme diplomatique. 2 semaines plus tard, Présence et Soutien était officiellement enregistré comme une association loi 1901. Mieux encore, grâce à son influence discrète, il nous a obtenu une petite subvention de démarrage via une fondation privée liée au ministère, ainsi qu'une mise à disposition gratuite d'un petit bureau dans un bâtiment administratif du 7e arrondissement. Nous avions une adresse. Nous avions des fonds. Nous étions réels. Notre première mission a eu lieu un mois après la création. Nous avons appris qu'Hélène, la jeune femme d'un ingénieur de la Marine nationale décédé dans un accident en mer, rentrait de Brest. Elle n'avait que 30 ans, 2 jeunes enfants, et aucune famille en région parisienne. Le jour de son arrivée à la gare Montparnasse, nous étions 4 à l'attendre sur le quai. Moi, Sylvie, Chantal, et une autre veuve, Brigitte. Nous n'avions pas de fleurs, pas de chichis. Juste une simple pancarte en carton sur laquelle Chantal avait écrit d'une belle écriture ronde « Hélène, nous sommes là pour vous. Présence et soutien. » Quand Hélène est descendue du train, le visage ravagé par la fatigue et le chagrin, tenant ses 2 enfants par la main, son regard a balayé la foule, vide. Puis elle a vu notre pancarte. Elle s'est arrêtée, incrédule. Ses épaules se sont affaissées, et elle a fondu en larmes, un torrent de soulagement et de tristesse mêlée. Nous nous sommes approchés. Sylvie l'a prise dans ses bras. Chantal s'est occupée des enfants, leur proposant des bonbons. J'ai pris ses valises. Nous n'avons pas dit grand-chose. Les mots étaient inutiles. Notre présence suffisait. Un jeune homme sur le quai, ému par la scène, a pris une photo avec son téléphone et l'a postée sur Twitter avec la légende « Vue à Montparnasse ». Il y a encore de l'humanité dans ce monde. Hashtag présence et soutien. La photo, avec notre pancarte et l'étreinte entre Sylvie et Hélène, est devenue virale. Ce soir-là, en rentrant dans mon petit bureau, j'ai vu que notre page Facebook, créée quelques jours plus tôt, avait explosé. Des centaines de messages, d'offres de bénévolat, de demandes d'aide.
J'ai ressenti une bouffée de fierté et d'épuisement. Je n'avais pas seulement survécu. J'avais créé quelque chose. J'avais transformé le vide de mon propre accueil en une promesse de présence pour les autres. Le silence qui m'avait accueilli à Roissy était maintenant remplacé par le bruit, l'activité, l'espoir. C'était la plus belle des revanches. Les mois qui ont suivi ont été un tourbillon. Présence et soutien a grandi à une vitesse que nous n'aurions jamais imaginée. La photo de la gare Montparnasse avait touché une corde sensible dans le pays, et les médias, qui avaient suivi mon histoire initiale, se sont emparés de ce nouveau chapitre. Des articles dans Le Monde et Le Figaro, un reportage sur France Inter, un passage dans l'émission La Maison des Maternelles, qui a fait pleurer la présentatrice. Notre petit bureau est vite devenu trop étroit. Les bénévoles affluaient, pas seulement des veuves, mais des retraités, des étudiants, des gens qui voulaient simplement faire quelque chose. Nous avons mis en place des antennes à Brest, Toulon, Lyon, les grandes villes de garnison et les pôles administratifs. Mon histoire personnelle s'effaçait peu à peu derrière l'œuvre collective, et c'était exactement ce que je souhaitais. Un matin de printemps, une lettre est arrivée au bureau. Une enveloppe épaisse, crème, avec le sceau de la République française. Mon cœur a eu un soubresaut. C'était une invitation officielle du cabinet du président de la République. J'étais conviée, en tant que présidente fondatrice de Présence et Soutien, à une cérémonie à l'Élysée visant à honorer les initiatives citoyennes remarquables. L'invitation précisait que je pouvais être accompagnée de 2 personnes. J'ai immédiatement su qui j'allais inviter. Pas de dignitaire, pas de sponsor. J'ai appelé Chantal, mon ancre, ma stratège de la première heure. Et j'ai appelé Sylvie, la première à m'avoir rejointe, le cœur de notre association. C'était notre victoire à toutes les 3. Le jour de la cérémonie, Paris était baigné d'une lumière douce. En entrant dans la cour d'honneur de l'Élysée, j'ai pensé à toutes les fois où j'avais franchi des portails similaires aux côtés de Jean-Luc, toujours un pas derrière lui. Aujourd'hui, j'entrais en mon nom propre. Chantal, dans une robe simple mais élégante, avait l'air un peu intimidée mais surtout immensément fière. Sylvie, elle, semblait sereine, comme si elle était exactement là où elle devait être. Nous avons été conduites dans la salle des fêtes, sous les dorures et les lustres monumentaux. Il y avait d'autres lauréats, des fondateurs d'associations pour les sans-abri, des innovateurs écologiques, des héros du quotidien. L'atmosphère était chargée d'une émotion positive, d'une énergie constructive. Le président a prononcé un discours, puis a appelé chaque lauréat pour lui remettre une médaille. Quand mon nom a été appelé, Madame Élodie Fournier, pour présence et soutien, un silence respectueux s'est fait. En m'avançant, j'ai senti des centaines de regards sur moi. J'ai serré la main du président, qui m'a dit à voix basse, « Ce que vous avez fait est admirable, madame. Vous avez mis de l'âme là où il n'y avait que des procédures. » Il m'a épinglé la médaille de l'Ordre national du mérite. On m'avait prévenu que je pouvais dire quelques mots. Je m'étais préparée. Je me suis approchée du pupitre, et j'ai regardé l'assemblée. J'ai vu des ministres, des journalistes, et surtout, les autres lauréats. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ma voix était claire. Je reçois cette médaille avec une immense humilité, non pas pour moi, mais au nom de toutes celles et ceux qui connaissent le prix du service. Je la reçois au nom de mon défunt mari, Jean-Luc Fournier, qui m'a appris que le service de l'État est avant tout un service des autres. Mais je voudrais surtout la dédier à une autre famille. Pas celle du sang, qui peut parfois nous faire défaut. Mais celle que l'on se choisit. La famille de ceux qui se présentent quand personne d'autre n'est là. La famille de ceux qui comprennent sans qu'on ait besoin de parler. La famille de ceux qui transforment le chagrin en action. C'est l'esprit de présence et soutien. Merci. Mes mots étaient simples, mais tout le monde dans la salle a compris la double lecture. C'était un hommage, mais c'était aussi un jugement final, prononcé dans le lieu le plus symbolique du pouvoir. Un tonnerre d'applaudissements a éclaté. En retournant à ma place, j'ai croisé le regard de Pierre, le journaliste, qui couvrait l'événement. Il m'a fait un clin d'œil approbateur. La cérémonie s'est terminée par une réception dans les jardins. Alors que je discutais avec une ministre, mon téléphone, que j'avais mis en mode silencieux, a vibré dans mon sac. C'était un message de ma mère. Une simple phrase,
Nous te voyons à la télévision. Ton père aurait été fier. J'ai lu le message. J'ai ressenti une pointe de quelque chose, mais ce n'était plus de la douleur. C'était une sorte de pitié distante. Mon père aurait été fier, oui. Mais il aurait eu honte d'elle. J'ai glissé le téléphone dans mon sac sans répondre. Chantal s'est approchée avec une coupe de champagne. Tu as été impériale, Élodie. Absolument impériale. J'ai souri, pour la première fois un vrai sourire large et détendu. C'est parce que pour la première fois, je ne parlais pas seulement pour moi. J'ai levé ma coupe. À la famille que l'on se choisit. À la famille que l'on se choisit, ont répété Chantal et Sylvie en chœur, leur coupe heurtant la mienne dans un tintement cristallin qui résonnait comme une promesse. La réception dans les jardins de l'Élysée s'est terminée sur une note d'euphorie tranquille. J'ai quitté le palais par une grille latérale, refusant poliment la voiture officielle qu'on me proposait. J'avais besoin de marcher, de sentir le pavé parisien sous mes talons, de laisser l'adrénaline de la journée retomber. Chantal et Sylvie avaient pris une autre direction, et je savourais cette solitude nouvelle, une solitude choisie et non plus subie. Je remontais la rue du Faubourg Saint-Honoré, la médaille encore dans sa boîte au fond de mon sac, quand deux silhouettes se sont détachées d'une porte cochère et se sont avancées pour me bloquer le passage. Mon cœur a raté un battement. C'était ma mère et mon frère. Ils n'avaient pas l'air menaçants. Ils avaient l'air diminué. Ma mère, dans son tailleur beige un peu trop strict, semblait avoir vieilli de 10 ans. Les traits de son visage étaient tirés par une amertume qui avait effacé toute douceur. Christophe, à côté d'elle, avait perdu son arrogance habituelle. Il se tenait les bras croisés, le regard fuyant, comme un adolescent pris en faute. Élodie, a commencé ma mère, sa voix tremblante, non pas d'émotion, mais d'une colère mal contenue. Il fallait que l'on te parle. Je me suis arrêtée, gardant une distance de sécurité entre nous. Je n'ai rien dit. J'ai attendu. Comment as-tu pu nous faire ça, a-t-elle lâché, les mots se bousculant. Nous humilier comme ça, devant tout le monde. À la télévision. Dans les journaux. À ta propre mère? À ton propre frère? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Tout ce que nous avons fait pour vous. La phrase est restée suspendue dans l'air, absurde, grotesque. J'ai regardé ma mère, puis mon frère, et une clarté glaciale s'est emparée de mon esprit. J'ai compris qu'ils n'avaient rien compris. Ils ne voyaient pas leur faute. Ils ne voyaient que la conséquence de leur faute, leur propre humiliation. Ils n'étaient pas venus pour s'excuser. Ils étaient venus pour me reprocher de ne pas avoir souffert en silence. J'ai pris une profonde inspiration, sentant l'air frais du soir remplir mes poumons. Ma voix, quand elle est sortie, était calme. D'un calme terrifiant, même pour moi. Vous vous trompez de question, ai-je dit lentement, en les regardant droit dans les yeux, l'un après l'autre. La bonne question n'est pas « Comment ai-je pu vous faire ça ?» La bonne question est « Comment avez-vous pu m'y faire ça ?» Mais c'est une question que vous ne vous poserez jamais, n'est-ce pas? Parce que cela vous forcerait à vous regarder dans un miroir. Et vous avez trop peur de ce que vous pourriez y voir. Christophe a fait un pas en avant, le visage rouge. Tu te prends pour qui? Sainte Élodie, la veuve éplorée? Tu as tout manigancé depuis le début. Ce cirque à l'aéroport, les journalistes. Je l'ai interrompu, non pas en haussant la voix, mais en la baissant, la forçant à tendre l'oreille. Manigancé? Non, Christophe. Je n'ai rien manigancé. J'ai simplement arrêté de jouer votre jeu. Le jeu où Élodie est la pièce rapportée, celle qui doit être reconnaissante, celle qui ne doit pas déranger. Le jour où j'ai atterri à Roissy, j'ai compris que ce jeu était terminé. Vous avez distribué les cartes. J'ai simplement joué la main que vous m'aviez donnée. Je me suis tournée vers ma mère. Tout ce que vous avez fait pour moi? De quoi parles-tu, maman? Des appels où tu me demandais si Jean-Luc pouvait trouver un stage pour le fils des Bernard? Des Noëls où vous ne posiez aucune question sur ma vie, mais où vous vous plaigniez que mes cadeaux n'étaient pas assez français? Vous n'avez jamais rien fait pour moi. Vous avez profité du statut de mon mari. Et quand il est mort, vous m'avez jeté comme un accessoire devenu inutile. Le silence qui a suivi était lourd, rompu seulement par le bruit lointain de la circulation.
Ma mère a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Pour la première fois de sa vie, elle était sans voix, sans répartie mondaine pour la sauver. J'ai senti que c'était le moment de conclure. De clore ce chapitre pour de bon. Pendant des années, ai-je repris, ma voix ne tremblant pas, j'ai cru que j'avais besoin de votre approbation. J'ai cru que l'amour d'une famille était un dû. J'avais tort. Ce soir, en recevant cette médaille, j'ai compris que je ne vous dois plus rien. Absolument rien. Ni mon temps, ni ma peine, ni même ma colère. J'ai fait une pause, laissant le poids de ces derniers mots s'installer. Ma colère serait un cadeau. Un lien qui nous unirait encore. Et c'est un cadeau que vous ne méritez pas. Sur ces mots, je les ai contournés, sans un regard en arrière. J'ai continué à marcher sur le trottoir, mes pas résonnant dans la rue silencieuse. Je ne me suis pas retournée. Je savais qu'ils étaient toujours là, immobiles, figés sur le trottoir, comme deux statues de sel regardant un monde qui avançait sans eux. Ce n'était pas une victoire joyeuse. C'était une amputation. Douloureuse, nécessaire, et finalement, libératrice. J'avais coupé les liens qui m'empoisonnaient. J'étais seule, mais pour la première fois de ma vie, j'étais entièrement, complètement libre. 6 mois plus tard. L'automne avait posé ses couleurs fauves sur les arbres de Paris. La vie avait trouvé un nouveau rythme, une nouvelle cadence. Mon deuil pour Jean-Luc était toujours présent, mais il s'était transformé. Ce n'était plus une absence béante, mais une présence douce, un souvenir que je chérissais sans qu'il ne me paralyse. Présence et soutien étaient devenus une machine bien huilée, mais une machine avec un cœur. Nous avions des dizaines de bénévoles, un budget solide grâce à des dons privés et des subventions publiques, et surtout, nous avions aidé plus de 50 familles à traverser l'épreuve la plus sombre de leur vie. Ce matin-là, j'étais à l'aéroport d'Orly. Pas en tant que voyageuse, mais en tant que comité d'accueil. Nous attendions l'épouse d'un gendarme mort en service, une jeune femme nommée Léa, qui arrivait de Martinique avec son bébé de 6 mois. Quand je l'ai vue apparaître dans le hall des arrivées, le visage épuisé, le bébé endormi contre son épaule, mon cœur s'est serré. Elle était si jeune. Elle portait le même regard perdu que j'avais eu, ce regard qui cherche un visage familier dans une foule d'inconnus. Je me suis avancée avec un de nos bénévoles, un solide retraité de la police. « Léa ?» ai-je demandé doucement. Elle a levé les yeux, pleins de larmes. « Je suis Élodie, de « Présence et soutien ». Nous sommes là. Vous n'êtes pas seule. » Elle s'est effondrée en sanglots silencieux. Je l'ai prise dans mes bras, sentant la chaleur de son bébé contre ma poitrine. C'était un moment étrange, un cercle complet. J'étais devenue la personne que j'aurais tant voulu voir m'attendre ce jour-là, à Roissy. J'avais transformé ma plus grande douleur en la plus grande force de ma vie. Plus tard dans la semaine, en triant le courrier au bureau, je suis tombée sur une lettre manuscrite. L'écriture m'était vaguement familière. C'était de Sophie. Elle m'annonçait qu'elle avait quitté Christophe. La procédure de divorce était en cours. « Ce n'est pas à cause de toi, ou de ce qui s'est passé, » écrivait-elle. « C'est à cause de moi. Tu m'as montré, sans le vouloir, ce que c'était que d'avoir de la dignité. Et je ne pouvais plus vivre sans la mienne. Je ne pouvais plus être le miroir silencieux de la laideur d'un autre. Je pars m'installer à Lyon, pour commencer une nouvelle vie. Je te souhaite le meilleur, Élodie. Tu le mérites. » J'ai replié la lettre, pensive. Il n'y avait ni joie ni triomphe dans cette nouvelle. Juste la triste confirmation que les actes ont des conséquences, des ondes de choc qui finissent par tout briser sur leur passage. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles directes de ma mère ou de mon frère. J'ai appris par une cousine éloignée que l'entreprise de Christophe avait finalement fait faillite, et que ma mère s'était isolée, ne sortant presque plus, obsédée par la honte que je leur avais fait subir. Ils étaient devenus prisonniers de leur propre amertume. Parfois, des journalistes me demandent encore si j'ai pardonné. Je leur réponds toujours la même chose. Le pardon est une conversation entre deux personnes. Et pour cela, il faut que les deux veuillent parler le même langage, celui de la vérité et du remords. Ma famille n'a jamais appris ce langage. La véritable conclusion de mon histoire n'est pas venue d'eux. Elle est venue de moi. J'ai compris que la fermeture, la vraie, ce n'est pas quand on reçoit des excuses.
C'est quand on réalise que ces excuses ne sont plus nécessaires. C'est quand leur silence ne fait plus mal. C'est quand leur opinion n'a plus de poids. Ma famille, ce sont les visages des bénévoles qui m'entourent. C'est le rire de Chantal au téléphone. C'est la poignée de main reconnaissante d'une veuve que nous avons aidée. J'ai construit un nouveau pont, plus solide, plus fiable, bâti avec les matériaux de l'empathie et du respect mutuel. Et je sais, avec une certitude absolue, que je n'aurai plus jamais à le traverser seul.